aujourd'hui, on va parler d'épigénétique. C'est pour ça que vous me voyez en tenue un peu spéciale. Je ne suis pas dans une centrale nucléaire. Je suis devant mes ruches, et ce bonheur de pouvoir avoir cette possibilité tout à côté de chez moi, dans le sud de la France. Alors, l'épigénétique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si l'on parle de l'ADN, qui est notre livre d'histoire, depuis la première bactérie, les premiers virus au corps monocellulaire, jusqu'à maintenant notre espèce qui est composée de milliards de cellules, eh bien l'ADN remonte depuis la nuit des temps dans une évolution lente jusqu'à celui qui détermine l'espèce humaine, comme d'autres ADN vont déterminer d'autres mammifères, des reptiles, des oiseaux. Nous avons, en tant qu'espèce humaine, 4% à peu près de Néandertal, ce qui prouve que la frontière entre Néandertal et Cro-Magnon n'est pas si étanche que cela et que M. Compagnon et Mme Néandertal ont dû avoir des rapports plus que de proximité. Donc aujourd'hui, on parle d'épigénétique car il y a dans l'ADN les gènes, qui sont des parties d'ADN, qui vont fabriquer ou pas les protéines qui vont contribuer à être ce que nous sommes et qui vont varier d'un individu à un autre, ce qui fait que même avec le même ADN, prenons l'exemple de deux vrais jumeaux qui ont ce même ADN, eh bien leur épigénétique, l'expression des gènes va être différente parce que eh bien, ce ne sont pas les mêmes personnes, même s'ils ont la même histoire. Cette expression des gènes, on sait aujourd'hui qu'elle va varier pour un individu tout au long de la vie. Un individu, un être humain est composé d'à peu près 30 000 gènes, ce qui donne une combinaison de 2 puissance 30 000 environ, ce qui pour les familiers de la mathématique leur donne la représentation de cette combinaison plus unique peut-être que celle des empreintes digitales ou d'autres singularités de la personne. Cette expression, aujourd'hui, on sait qu'elle va dépendre de 3 choses. Les scientifiques l'ont démontré, elles vont dépendre de ce que l'on mange. C'est pour ça que l'industrie agroalimentaire dépense aujourd'hui des sommes colossales pour trouver les aliments qui demain nous apporteront une combinaison plus adaptée. L'environnement, bien entendu, également, mais aussi et surtout notre comportement. Et ce comportement, on va l'étudier aujourd'hui avec cet exemple des abeilles, dont on a démontré aujourd'hui que la lecture de l'environnement qu'elles font tout au long de leur vie va être liée au nombre de gènes qui vont être activés ou désactivés, et ceci dans l'instant. Là, vous avez l'entrée de la ruche. Alors, je ne vais pas l'ouvrir pour ne pas trop les ennuyer, déjà que je suppose que ça ne doit pas les ravir de me voir aussi près, avec des outils dont elles n'ont pas l'habitude de côtoyer l'existence. Alors ces abeilles, déjà, il faut savoir que si elles sont nourries avec de la gelée royale, quand elles sont larves, elles vont devenir reines, elles vont vivre 5 ans, et elles vont pouvoir se reproduire. Si elles sont nourries avec du miel ou du pollen, elles deviennent ouvrières, elles vivent 2 mois, et elles sont stériles. Oh, des exemples dans la nature, on pourrait citer celle de la tortue, qui en fonction de la température du sol dans lequel les œufs sont mis, va devenir soit un mâle, soit une femelle. Et donc on voit là que l'environnement, l'alimentation va avoir une action directe sur la lecture même de l'ADN de l'espèce, en changeant soit le destin de reine ou d'ouvrière, soit le sexe. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette ruche? Eh bien il y a des fonctions, on va parler des ouvrières, des fonctions qui évoluent tout au long de la vie. Tout d'abord, elles sont, dans leur premier travail d'ouvrière, elles sont ventileuses. Les ventileuses ont pour fonction de maintenir la température intérieure de cette ruche à 35 degrés. Puis elles seront nourrisseuses, c'est-à-dire qu'elles viendront nourrir les larves.
Puis elles seront butineuses, elles iront chercher le pollen au moment du printemps et de l'été dans l'environnement qui est le leur, jusqu'à parfois 4 km à peu près, pour revenir l'apporter dans la ruche afin de pouvoir fabriquer du miel et entretenir l'évolution des larves. Et puis, elles seront ensuite des soldats qui sont des défenseuses de la ruche. Alors l'ordre, ma mémoire me trahit un peu, je crois qu'elles sont soldats avant de devenir butineuses, mais enfin peu importe. Et finalement elles seront éclaireuses, c'est-à-dire que ce seront celles qui iront découvrir les nouveaux territoires où il y a de la nourriture qui est écologiquement acceptable pour la ruche et qui vont, à travers un langage très codé, venir rapporter cette information à celles qui vont aller butiner. On a fait l'expérience d'enlever les ventileuses pendant que les butineuses étaient ailleurs de la ruche, et quand elles sont revenues, eh bien bon, après avoir certainement fait un piquet de rêve, négocié, convoqué le comité d'entreprise ou le CHCT pour expliquer que les conditions de travail étaient inacceptables, elles vont assez vite néanmoins lire le code nécessaire pour s'adapter dans l'instant et devenir ventileuses, car sans cette fonction, les larves risquent de ne pas poursuivre leur développement. Et c'est à travers cette lecture instantanée d'un code dédié à une fonction que l'abeille s'adapte en permanence. Ces codes, tous ces codes qui nous permettent de nous adapter, nous les partageons avec toutes les autres espèces. Aujourd'hui, plus les biologistes travaillent, plus ils découvrent de choses et plus ils s'aperçoivent que l'espèce humaine ne se différencie pas des autres espèces par la nature de ses fonctions naturelles, mais par le degré d'expression de cette fonction. On sait par exemple que les pigeons ont une capacité d'abstraction. Mon chien en a une également. Bien entendu, elle ne s'exprime pas avec la complexité qui est celle dont nous disposons en tant qu'être humain. Mais toutes ces fonctions naturelles, et en particulier ces fonctions d'adaptation que nous montrent les abeilles tous les jours, nous en disposons. Peut-être aujourd'hui subissent-elles un certain nombre de dégénérescences, comment dirais-je, d'altérations. Et peut-être qu'il est temps aujourd'hui de remettre au sein de nos fonctions naturelles cette fonction qui nous a permis, depuis la première bactérie jusqu'à aujourd'hui, en espèce survivante dans l'évolution de notre ADN, de pouvoir en tant qu'individu parcourir notre vie en restant totalement connecté à notre environnement, aux autres et à nous-mêmes. La prochaine fois, nous verrons comment cette fonction fonctionne, c'est le cas de le dire, et nous l'illustrerons dans ce prochain numéro. Je m'appelle Christophe Rivet, je suis coach de dirigeants d'entreprise, praticien en épigénétique, déguisé aujourd'hui en apiculteur, et c'était le Gène et la boussole, saison 1, épisode 4.